Le monde change, une nouvelle ère se lève. Waouh, j'hallucine, c'est Gemini 3.1. Multimodal, le futur est là. Oh, c'est réel! Créativité sans fin, on est au top. Avec toi, tout devient plus beau. C'est une révolution, let's go! Ok, ce que vous venez d'entendre, c'est donc ce qui a été généré avec la nouvelle interface de Gemini. Alors, c'est pas vraiment le thème de la vidéo, c'est plutôt la sortie de Gemini 3.1, mais on a également des nouveautés qui ont été intégrées directement dans l'application, donc sur mobile ou sur desktop. Et notamment, cette partie ici, donc créer des vidéos, je crois qu'on l'avait pas forcément avant, et bien sûr, créer de la musique avec Lyria, donc un nouveau modèle de création voilà, de musique directement avec l'IA de Google. Donc assez intéressant, on va pouvoir aussi créer directement dans notre interface des photos, des vidéos, de la musique. Voilà, donc c'est un des points intéressants de cette nouvelle mise à jour. Mais ce qui va vraiment nous intéresser aujourd'hui, c'est la sortie de Gemini 3.1. Donc ici, je suis bien sûr en version pro, et donc j'ai la possibilité de l'utiliser, cette nouvelle version, et on va regarder un petit peu ce qu'elle a sous le capot. Premier point, donc on a ici un benchmark assez complet de Gemini en comparaison avec les autres modèles. Et typiquement, au niveau de l'intelligence, donc on a ici un benchmark, je pense que c'est un méta benchmark. En tout cas, ça nous donne à peu près les mêmes caractéristiques sur l'ensemble des benchmarks qu'on a pu voir passer. Ici, on voit que donc on a un score de 57 voilà, sur cette donnée-là, donc voilà, donc c'est sur 10 évaluations, comme on voit, donc c'est un méta test, on va dire. Donc 57 sur 100, j'imagine, j'ai même pas vérifié, mais voilà, de toute manière, on a un ordre de grandeur pour comparer aux autres. Donc, au niveau de l'intelligence, meilleur que Opus 4.6 Max qui vient de sortir il y a quelques semaines, et bien sûr de Sonnet qui est sorti aussi la semaine dernière. Donc, on est sur un modèle qui est très performant, très intelligent. On va regarder ça aussi en détail, il y a quelques limitations sur ce point-là. Donc déjà, très intéressant. On a bien sûr, bon ça c'était déjà le cas, mais au niveau la fenêtre de contexte, on l'avait déjà avec les Gemini 3, et cetera. Mais ce qui est quand même super intéressant, c'est qu'on a une fenêtre de contexte de 1 million nativement, donc en API ou via l'interface, ce qui est quand même super intéressant, parce que ça évite tout simplement voilà, de devoir compacter les conversations, de perdre de la donnée, et cetera. Donc il est vraiment très fort voilà, à faire des longues conversations, des longs prompts, voilà, d'ajouter des documents, etc. Donc, très performant là-dessus. Reste le meilleur sous le contexte. Bien sûr, sur Claude, on a aussi maintenant, donc sur la partie API principalement, mais ça va être développé, je pense, aussi sur les parties plus front, voilà, sur Claude de desktop ou Claude en ligne. Donc on est plutôt sur des fenêtres à 250 cas de contexte, donc token de contexte, mais on peut monter jusqu'à 1 million dans certains cas. Et on a, alors là c'est pas très visible, mais on a aussi bien sûr l'intelligence par rapport à la fenêtre de contexte, qui reste voilà, qui est en tout cas notée comme la plus performante, c'est-à-dire est-ce qu'il est capable de récupérer selon le contexte, donc voilà, qui est de 0 jusqu'à 1 million ici, est-ce qu'il est capable de récupérer les informations, de bien analyser ce qu'il y a au milieu du texte, et d'être intelligent avec ces données-là. Donc voilà, plutôt cool. Et au niveau du tarif aussi, ce qui est intéressant, au niveau du tarif de l'API, bien sûr, pas de l'utilisation pro, max, etc., qu'on peut avoir sur chacun des modèles. Ici, on est sur un modèle à l'API qui est quand même relativement, ça reste relatif, parce que ça reste cher quand même, on va pas se mentir, sur des gros jeux de données, etc., ça peut vite tabler. Mais donc 2 dollars par million de tokens en entrée et 12 dollars par million de tokens en sortie. Donc comparé, on est à peu près similaire finalement dans la globalité avec ChatGPT 5.2 qui a un 75 en entrée et 14 en sortie.
et Claude à l'API qui est beaucoup plus cher, mais qui est aussi très très performant sur la partie code pour l'instant. Donc on verra dans les jours et semaines qui viennent quel est vraiment le plus intéressant à utiliser au quotidien sur la partie code et développement. Mais voilà, Claude est généralement à 5 $ en entrée et 25 $ en sortie, ce qui peut vite faire monter eh bien, la note. Donc voilà, donc très intéressant. Bon, on peut regarder aussi très vite fait, donc là on a vu le contexte, la vitesse aussi, qui est plutôt performante, voilà, qui est dans la norme haute, on va dire, des modèles frontières. Et, euh, et voilà, donc plein d'infos sur ce nouveau modèle qui est super intéressant. Je vous mettrai bien sûr le lien de cette analyse que je trouve, de cette méta-analyse que je trouve quand même bien foutue. Un premier point qu'on va voir aussi, enfin un premier point, un autre point qu'on va sans doute voir un peu plus loin aussi dans nos tests, euh, c'est pas forcément la verbose, mais Gemini est assez fainéant quand même, et il s'excuse beaucoup de «Ah non, j'ai pas pu faire ça, ah je suis désolé, j'aurais dû faire ça», ou «Bah je t'ai un peu menti». C'est très bizarre, mais depuis que je le teste, il me l'a sorti presque sur toutes les conversations. Genre, je lui demande, bah, est-ce que tu peux me donner les liens des sources que tu as utilisées? Et il me dit dans la réponse, bah non, enfin non, désolé, j'ai pris les données que j'avais en mémoire, etc., ou j'ai extrapolé les données. D'accord, bah va chercher les vrais liens alors. Et là, il me dit l'inverse, il me dit, ah non, finalement, j'ai vraiment utilisé. Enfin bref. Donc un peu très bizarre sur ces réactions-là. Parfois, tout simplement, il veut pas forcément donner l'info, donner les liens, etc. Un peu du mal. Bon, voilà, c'est peut-être qu'il faut prompter un peu différemment. Je pense qu'il faut être très exigeant envers lui, de ce que j'ai vu passer, de ce que j'ai pu tester. Euh, il faut être assez directif et pas lui laisser trop le choix de est-ce que tu peux, etc. Parce que potentiellement, s'il a le choix, il va pas forcément le faire. Donc voilà. Pour cette première partie plutôt benchmark, on voit que gros modèle, très très performant en termes d'intelligence globale, toujours un énorme contexte, moins cher que les autres. Et puis là, on va tester quelques petits prompts pour un petit peu comment il s'en sort. On va donc faire quelques tests ensemble. Euh, Tout d'abord, juste bah, l'interface, comme on l'a vu, reste la même pour l'instant dans l'ensemble. Donc on peut ajouter des fichiers ici, des photos, on peut bien sûr importer du code depuis Drive aussi, c'est intéressant, des photos qu'on aurait aussi sur notre écosystème Google, c'est vrai que on commence à devenir vraiment performant à regrouper tout l'écosystème autour de Gemini, donc ça promet du lourd dans les prochaines mises à jour. Et aussi l'intégration donc de Notebook LM, donc ça n'a pas changé, c'est toujours la même chose, mais c'est toujours très intéressant de rappeler qu'on peut faire ces sortes de choses avec Gemini. Dans les outils, comme on l'a vu, donc on a toujours le deep research qu'on avait. On avait la possibilité de créer des images aussi, on avait bien sûr la partie Canva et l'apprentissage guidé. Donc la partie Canva qui va nous permettre donc de, par exemple, générer du code et de l'interpréter directement dans notre navigateur dans Gemini pour le tester, pour voir visuellement comment ça marche et tout. D'ailleurs, c'est ce qu'on va faire tout de suite après. Donc toujours très intéressant. Les nouveautés, donc l'intégration des vidéos donc avec VO 3.1 directement dans Gemini. Donc on peut lui demander à partir d'une image ou tout simplement à partir d'un prompt, génère-moi telle ou telle vidéo. Et on avait aussi, et donc création de la musique avec Lyra, le nouvel outil qu'on a vu juste avant. Et toujours les images de Nano Banana. Donc à savoir que bien sûr, la musique, les vidéos et les images ont le watermark spécial, c'est Content ID, je ne me rappelle plus exactement le terme, le watermark qui permet d'identifier tout de suite que ça a été généré par IA et que ça a été généré par Gemini. Donc il se couvre bien là-dessus, c'est vrai que c'est super intéressant au niveau de la technologie qu'ils ont mis en place bah, voilà, pour savoir que c'est de l'IA, parce que même si on fait des screenshots, même, etc., c'est vraiment plugué à l'intérieur des pixels, à l'intérieur
Je sais pas comment ça marche pour le son, mais, de la même façon, ils arrivent à déterminer, même si on fait un enregistrement par-dessus ou qu'on vient faire des screenshots, il arrivera toujours à détecter que c'est été créé par de l'IA. Donc voilà pour la mise au point là-dessus. Dans les menus, donc, on a toujours la même chose. Donc, je suis sur la version pro, donc si vous êtes sur une version payante, en tout cas, vous aurez la même chose que moi sur la version gratuite. Mais du coup, je ne sais pas vraiment à quoi ça ressemble et quelles sont les limitations. Donc, on a toujours le mode rapide qui utilise Gemini 3, normalement. Puisque c'est pas précisé, donc je pense que oui. Pareil, la partie raisonnement qui utilise Gemini 3 aussi. Et donc la partie pro, donc si on est payant, on peut utiliser donc la version 3.1 dès maintenant, qui est cette version mise à jour. Donc, voilà, on va utiliser ça. On va commencer tout de suite avec un test assez lourd. Donc on va utiliser la partie Canva pour générer du code, parce que c'est un des gros points derrière de ce nouveau Gemini 3.1, c'est de pouvoir générer en one shot des choses qui fonctionnent très très bien au niveau, voilà, au niveau du code. Donc là, on va lui faire un test avec un prompt. Donc en fait, on va lui demander de créer une simulation web 3D interactive avec du HTML, JS et voilà, une librairie par exemple s'il le souhaite. Le but est de tester sa capacité à reproduire la physique telle qu'elle existe dans notre monde. Donc là, on va lui demander, voilà, donc avec à l'intérieur de 3 différentes sphères, de faire apparaître des petites balles qui doivent être rebondissantes et voir comment ça réagit. Est-ce que ça fonctionne bien ou pas? Donc on va regarder ça. Donc c'est pas forcément un truc qu'on va utiliser tous les jours, mais ça permet d'avoir un peu un, comment dire, une vision de ce qu'il est capable de faire actuellement, en l'état des choses. Donc on va lancer, ça va prendre un certain temps, et comme j'ai mis le mode Canva ici, on va pouvoir visualiser ce que ça rend directement dans notre navigateur, et si ça fonctionne tout de suite, et quelles sont les limitations. Donc on va le laisser un petit peu tourner, et puis on va regarder ce que ça donne. Donc il a bien avancé. Il est en train de nous montrer ici ce qu'il est en train de faire. Et voilà, il vient vraiment de terminer notre, notre test. Alors on va réinitialiser les balles ici, hop, donc ça envoie tout, ok. Donc là j'ai mis en gravité faible, ok. Donc c'est pas vraiment ce que je pensais qu'il allait faire, mais bon, ok. Donc ça gère plusieurs types de gravité, donc ça a l'air quand même plutôt pertinent. Il a géré quand même 50 boules par sphère, mais c'est pas, voilà, c'est pas incroyable, c'est pas exactement ce qu'on voulait faire. Donc on va lui demander tout simplement, non, je souhaite que les sphères soient imbriquées et que les balles sont imbriquées. Qu'elles tournent et que les balles rebondissent un peu plus. Ok. Donc on le relance, on va voir un petit peu comment il interprète tout ça. Donc mon prompt de base est sans doute pas assez précis dans ce que je souhaitais, visuellement, etc. J'aurais peut-être dû envoyer un screenshot de quelqu'un qui avait déjà fait un test comme ça. Bon, en tout cas, on est là de toute manière pour tester à chaud, hein. Donc c'est intéressant. Après, la visualisation qu'il a faite est quand même intéressante, ça a l'air de fonctionner en termes de physique, et il a été relativement rapide. Je pense qu'il a généré donc cette interface avec la gravité, etc. en peut-être 2 minutes, 2 minutes 30. Donc voilà, donc ça reste quand même déjà une belle performance là-dessus. Dans l'ensemble,
OK, donc là, on voit un petit peu tout ce qu'il fait, il nous explique. Donc on n'a pas le détail complet de tout son thinking, mais on a les principales interactions. Si on veut voir ce thinking, on peut aller dans la version Google, Google, c'est pas Google Cloud, c'est Google Studio, pardon, et utiliser donc l'interface de l'API et tester. Donc et là, on aura beaucoup plus de détails sur le thinking, sur tout ce qui se passe en bas, en arrière-plan, les sites qui visitent et ce genre de choses qu'on n'a pas forcément là sur la version en live. Ok, donc j'espère qu'il a presque fini. Au niveau du code, on voit qu'il est en train de modifier des choses. Pas forcément. Donc ok, je pense qu'il est à peu près fini. L'aperçu est pas terminé. En train de faire des modifications. Ok. Donc on voit, il crache quand même. Il crache pas mal. Et on devrait arriver. Non, toujours pas fini. On va le laisser finir. Voilà, il a fini. Au niveau de l'aperçu, ok, donc on a une seule boule maintenant. Enfin, non, on a trois boules en fait, un briquet, ouais, c'est bien ça. Et donc les boules sont bloquées ici, tombent ici, on peut zoomer, dézoomer, etc. Donc c'est plutôt interactif et plutôt. Ah oui, c'est plutôt bien fait au niveau visualisation 3D. On va réinitialiser les boules, etc. Donc elles tombent pas tous. En fait, ce qui serait intéressant, c'est qu'elles commencent toutes ici et qu'ensuite elles sortent, etc. Mais bon, on voit que le système fonctionne. C'est pas genre giga beau, mais le système fonctionne. Euh, voilà, on peut mettre une gravité un peu plus faible et réinitialiser. Là, ça va partir un peu dans tous les sens, ça va plus rebondir, etc. Bon, ok. On va dire que ça fonctionne, c'est pas le test le plus fou, mais voilà, il nous a géré trois types de gravité différentes, quatre types même. Une, une gravité et une physique qui paraît cohérente, et après, bon, bah, sur l'explication exactement de ce que je voulais, bon, j'aurais pu être beaucoup plus précis, je l'imagine, pour faire quelque chose de plus, voilà, de plus joli. Mais en tout cas, ça fonctionne. Donc, pour cette partie-là, très bien, on va faire autre chose, on va lui demander tout simplement une question plus générique, qui doit faire un petit peu des recherches. Donc, quelles sont les nouveautés de Gemini 3.1? Faire une liste complète et citer les sources. Donc là, je lui demande très précisément, le prompt est très simple, hein, donc quelles sont les nouveautés de Gemini 3.1, faire une liste complète et citer les sources. Donc voilà, je demande vraiment la liste et les sources, et on va voir comment il réagit un petit peu, parce que je vous dis, j'ai eu des expériences plutôt mitigées là-dessus. Ok, donc là, en fait, le thinking, on voit très peu de choses, il est juste... il a établi quel était le sujet, en quelle langue il doit parler, etc. Mais il nous dit pas qu'il allait chercher des infos sur internet ou quoi que ce soit. Donc il nous dit voici les nouveautés améliorations donc, déployées ici. Donc on a bien sûr le modèle Gemini 3.1 Pro, le niveau de réflexion donc qui a été introduit mais qu'on n'aura pas ici directement sur l'interface web. Il faut passer par donc Google Studio ou l'API, etc. La fenêtre de contexte, bref, c'est pas une nouveauté, on était déjà sur 1 million de tokens. Personal Intelligence, donc là c'est vraiment ceux qui ont... Non, AI Pro, donc c'est bon. Interconnecté avec leurs applications personnelles, donc ça pareil, c'est pas du tout une nouveauté de 3.1, c'est quelque chose qu'ils pouvaient déjà faire avant. Alors, peut-être pas YouTube, mais bon voilà. Ok, donc forcément il y a le nouveau, euh, le nouveau endpoint avec Gemini 3.preview. Avec le Custom Tools, ok, pour gérer les agents, pourquoi pas, j'ai pas encore testé ces choses, les limites d'importation, etc. Ok. Et là, on voit, donc en fait, il m'a sorti des choses qui je trouve qui sont
pas très intéressante. Donc là, bien sûr, le score de 77 sur le benchmark ArcAJ, etc., c'est les vraies données. Je pense qu'il ne dit pas des choses fondamentalement fausses, mais en fait, il n'est pas allé chercher une source qui vient lister un petit peu la sortie de Gemini 3.1 et qui donc bah, listerait vraiment pour les utilisateurs les choses intéressantes, quoi. Et je lui ai bien demandé de lister les sources, bon, citer les sources, donc bon, il a cité, mais il a mis aucun lien. Donc il faut ensuite lui demander, bah, donne-moi les liens. Et on va voir un petit peu comment il réagit. Est-ce qu'il va inventer? Est-ce qu'il va s'excuser comme il a fait plusieurs fois? Ou est-ce qu'il va, bien sûr, nous donner les liens vers ces sources-là? Mhm. Ok, on voit ici. Donc il dit, j'ai exploré différentes théories euh, à partir de résultats estimés et des timelines fictionnelles. Ok. Donc il m'a sorti des sources, mais je pense qu'il a pas forcément. Donc est-ce que c'est les mêmes? Documentation Google Cloud Vertex, donc c'est ce qu'il parlait. Ok. Google AI for Developer, ok. Note de version de l'écosystème. Ok. Bon, il m'a sorti les bons liens, etc. Est-ce que c'est les seules choses qu'il a utilisées? Je ne sais pas. Bon, ça a l'air plutôt ok. Il a fallu lui demander 2 fois pour qu'il nous mette les liens tout de même, mais ça a l'air plutôt ok. J'ai eu des expériences qui étaient vraiment beaucoup moins intéressantes, où vraiment il me sortait ah non, j'ai inventé les données. Ok, donc bon, et je trouve que c'est intéressant, il nous sort des choses, mais je sais pas, c'est pas très exploitable, je trouve. Voilà, donc plutôt test, je trouve un peu mitigé, je trouve un peu, voilà, pas très créatif en tout cas dans sa réponse. Là, il a pris que les données de chez lui. Bon, pourquoi pas. Donc voilà pour une recherche assez simple. On va maintenant regarder, donc il y a vraiment une fonctionnalité donc, qui n'évoque pas forcément, c'est vraiment la mise à jour de la partie multimodale. La capacité à identifier des éléments visuels qui normalement a été bien améliorés. Donc on va voir ça ensemble tout simplement. Donc il y a plusieurs tests possibles. J'en avais testé un sur Grok la dernière fois. Et c'était plutôt pas mal. Donc c'était dans Google Images, j'avais cherché pilote de F1. Qu'est-ce que j'avais pu mettre comme image? Où il y avait donc pas mal de monde. Euh, mhm, Donc on va prendre une image. Qu'est-ce qu'on va prendre? En fait, j'aimerais une image où il y a pas mal de détails. Bon, on va prendre celle-là qui est pas mal, je pense. C'était intéressant parce qu'il y avait les pilotes plus les voitures, et donc je vais poser une question sur ce genre de choses. Donc on va copier cette image. Ok, on va la coller directement donc, dans une nouvelle conversation ici pour pas avoir un contexte neutre. Et on va lui poser la question. Bien sûr, on va pas oublier de le mettre en pro. Donc combien de voitures de F1 sont présentes dans la photo? Bon, j'ai fait plein de fautes, excusez-moi, mais voilà, j'ai le micro devant, etc. Donc on va voir un petit peu comment il se débrouille, on lui a envoyé ça, donc combien il y en a en vrai? Donc 3, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, je pense 18 ou 19, ok, il compte 19. Donc ça doit être plutôt bon. Et je lui ai demandé, on va voir s'il est capable de faire ça. Peux-tu les compter directement sur l'image?
avec annotation. Donc on va voir s'il est capable de reprendre l'image et d'ajouter 1, 2, 3, 4, 5, 6 jusqu'à 19. Bon, c'est un petit test pour savoir ce qu'il est capable de faire à partir de ça pour nous. Clarifying image capable. Ok, donc il me dit qu'il peut pas le faire. Alors je suis presque sûr qu'avec Nano Banana, etc., il est complètement capable de le faire. Mais voilà, il nous donne l'explication de ça. Ok, bon, c'est toujours ce côté, je pense, un tout petit peu fainéant de. Je pense qu'il aurait pu sortir Nano Banana et ajouter 1, 2, 3, etc. dessus. Il a pas voulu le faire. Peu importe. On va faire aussi un deuxième test de Où est Charlie, qui ressort souvent. Donc on va faire un test. Il a l'air bien complexe celui-là, mais c'est un des premiers résultats, donc peut-être que il a été entraîné sur ce jeu de données-là. Alors là, il y en a un. Oh, il a l'air bien complexe. Je pense pas qu'il va réussir le test. Parce qu'en plus, nous, on n'aura pas le temps de vérifier où il est. Mais s'il nous le trouve, ça peut être intéressant. Où est Charlie? Sur cette image. Donc on va regarder un petit peu s'il nous sort. S'il nous sort. Ah mince, je l'ai mis en mode rapide. Ok. C'est le problème, il ne me le met pas directement en 3 points. Donc, où est Charlie sur cette image? C'est bon, on est sur la version pro. Ça va prendre plus de temps. Et nous, de notre côté, on peut essayer de regarder si on le trouve. Pendant qu'il réfléchit. Donc là, il est très... Bon, je pense pas. En plus, là, c'est un peu flou et tout, donc je pense pas qu'on va réussir. Et je ne pense pas qu'il va réussir le test non plus. Mais on va voir. On va voir ça. Ok, donc Waldos, en effet, en anglais. Et puis, je l'ai trouvé. Donc, pour repérer Charlie dans cette foule, suivez les guides. Alors, repérez les 3 tipis tentes coniques marron situées dans le quart supérieur gauche de l'image. Concentrez-vous sur le tipi qui est plus à la droite des 3. Regardez juste en bas à droite de la base de ce tipi. Donc, les 3 tipis en haut à gauche. Et celui qui est le plus à droite des 3. Ok, donc les 3 tipis ici. Hop, celui qui est le plus à droite. Et ensuite, j'imagine que c'est juste en dessous ici. Oula, mais l'image est tellement floue que... qu'il est censé être là, quelque part. Bon, si vous l'avez vu, vous me direz. Donc, j'ai du mal à vérifier si le test est concluant ou pas. Mais bon, en tout cas, il nous dit. Je vais lui dire... Utilise Nano Banana pour l'entourer sur l'image. Ok, donc je lui ai demandé d'utiliser un outil. Est-ce qu'il va le lancer? Voilà, donc ça, enfin, je suis presque sûr qu'il est capable de le faire. Techniquement, c'est sûr, certain. Et là, il me refuse, en fait. Il me refuse de le faire. Modification générative complexe. Lui demander de dessiner un simple risquerait de faire recréer, altérer l'image. Ok, bon. Bon, peut-être. Peut-être que c'est pas le meilleur modèle pour le faire. Mais bon, il n'a pas vraiment essayé non plus. Il s'est juste dit, je peux pas. Ok, donc on a vu cette partie-là qui est plutôt, normalement, qui est quand même plutôt intéressante. On voit qu'il a bien compté les Formule 1. Il nous a donné une réponse là-dessus. Est-ce que c'est une vraie réponse ou est-ce que c'est une hallucination, etc. À vérifier, je regarderai après la vidéo la réponse de celui-ci. Et on va tester aussi donc quelque chose qui est plus dans le cœur de notre enfin, plus cœur métier. Pour l'instant, on a fait des tests, mais qui sont pas très utiles dans la vraie vie. Ce qu'on va faire, c'est que l'on va utiliser donc la partie multimodale. Donc cette fois-ci, on va chercher une image d'un produit.
donc qu'on pourrait vendre sur notre e-commerce. Et on va lui demander à partir de cette image de générer un certain nombre de choses. Donc on va regarder, donc on va chercher quoi comme produit? On va prendre, on va aller sur AliExpress où il y a plein de produits de toutes sortes, sur lesquels je n'ai aucune maîtrise, mais qui pourraient donc nous faire un petit argumentaire de vente, des choses comme ça. On va refuser les cookies chez eux, sinon on va se faire spammer. Et puis on va prendre un sac, ouais, peut-être un sac, c'est pas mal. Ou alors, ouais, non, ça c'est vraiment cadeau farfelu, je sais pas trop comment il va s'en sortir. Euh, Carrot Voice Recorder. Oula, il m'a envoyé où là? Ok. Ouais, je pense que c'est un peu trop spécifique. Je vais juste changer finalement le produit. On prend un truc beaucoup plus simple. Euh, on va prendre les tondeuses, là, les rasoirs électriques. Hop, donc je vais copier juste l'image. Bah, j'aurais pu la copier directement, mais je vais faire un copier comme ça de la zone. Hop, on lui envoie, pardon. Donc notre image ici, on est bien en pro. Et on va lui demander, donc, j'ai préparé un prompt à l'avance. Donc voici la photo brute d'un produit non fournisseur, agit comme un expert e-commerce et un marketing de conversion. Donc on va lui demander d'identifier 3 arguments de vente principaux juste en regardant cette image, et de rédiger la structure d'une fiche produit ultra conversive, donc voilà, avec donc un hook, pain client, bénéfice promotionnel, appel à l'action. Donc on va le lancer faire ça, donc est-ce qu'il arrive bien à identifier, analyser l'image, et ensuite en faire autre chose. Et on fera une deuxième partie, donc une fois qu'il a sorti ça, pour générer une image qu'on va utiliser plutôt en mode publicité ou qu'on peut utiliser derrière. Donc voici mon analyse de la structure de votre fiche produit. Ok, là qu'on observe cette image, la montée apparente, nanani, nanana, contrôle de l'écran, donc ok, donc il a les trois arguments, donc utilisé par les barbiers professionnels, donc ok. Écran LCD pour avoir la batterie, donc pourquoi pas, l'esthétique premium et vintage. Ok, c'est plutôt cohérent avec l'image, on a des très orientés barbier professionnel et avec voilà, des petites décorations dessus, des lames voilà, qui font très pro. Pourquoi pas, et l'esthétique vintage, tout à fait. Donc il nous sort un copyright. Ok. Alors, le secret des maîtres barbiers. Enfin dans votre salle de bain, ok, sous-titre, des contures millimétrées, un rasage sans irritation et un style impeccable tous les jours. Ça marche. Aller chez le barbier toutes les semaines coûte cher et prend du temps. Ok. Ok. Donc il nous a fait ça. C'est plutôt ok. Alors je pense que dans ce qu'il dit et dans son copywriting il est plutôt bon. Ce truc c'est que là la structure de cette fiche produit on l'imagine pas trop. On va lui demander de faire ça. Je vais lui ajouter le cadenas et canevas pardon, et je vais lui demander donc non on va pas dire que peux-tu donc créer une fiche produit ou alors avec Nano Banana. Bon on va d'abord faire avec Canva pour qu'il nous fasse une fiche produit avec le contenu du copywriting. Voilà, on va juste dire ça tout simplement pour qu'il nous fasse en fait juste une fiche produit directement visuelle. Ok, donc il fait quelques appels.
Ok, donc là il va nous faire vraiment le copywriting, mais il nous a pas fait, bon j'ai pas demandé qu'il nous fasse du HTML, etc. Donc là c'est vraiment une page de vente derrière, ok. Ouais. Plutôt en HTML, JS, CSS, pour visualiser la fiche produit complète. Ok, on itère de toute façon, c'est le but. Donc bon, je vous laisserai regarder si ça vous intéresse vraiment le contenu qu'il nous a fait, mais bon, je vous ferai plutôt de votre côté sur Gemini. Ok, donc là il nous lance bien sûr la partie HTML, CSS et JS, donc plutôt intéressant. Donc on est parti de juste une image, finalement il a quand même interprété pas mal d'éléments qui sont cohérents. Il nous a fait du copywriting, et ensuite il va nous faire donc la fiche produit. Donc je pense que comme là on lui a demandé du copywriting qui a quand même été assez verbeux, c'est pas trop adapté une fiche vraiment e-commerce, mais sur vraiment une page de vente pour un produit ou un monoproduit, etc. Je pense que ça peut être intéressant. On va voir ce qu'il nous sort, et puis on va passer derrière la dernière étape, qui sera donc la création d'une publicité. Ok, donc là il nous a fait le footer, etc. Donc ça doit être fini. Ok, on va agrandir un tout petit peu ça. J'arrive pas à me mettre plus grand. Ah, est-ce que j'ai zoomé peut-être? Ah oui, j'avais un peu zoomé. Ok. Donc il nous a fait une page de vente complète. Alors là, il a généré une nouvelle image avec Nano Banana, mais qui n'était pas forcément super utile. Enfin, voilà. Donc voilà, donc ça peut être intéressant. Le truc, c'est que les images sont pas vraiment top top. Le prix, ok, paiement unique, aucun abonnement, bon. Ok, avec des petites questions derrière. Donc ça marche, voilà, ça fonctionne. En tout cas, j'ai pas donné beaucoup de détails sur ce que je voulais, mais il a réussi quand même à suivre les éléments. Donc tu vois, vous voyez, on peut partir de vraiment d'une image et d'aller créer quelque chose d'assez intéressant. Euh, Maintenant, donc je vais enlever Canva. Ah oui, il veut que je fasse une nouvelle discussion comme j'ai créé le Canva. Euh, Ok, bon, on va faire une nouvelle conversation, tout simplement. Donc on va reprendre ici notre tondeuse. Hop. Et on va lui envoyer ce prompt. Donc génère une image photoréaliste de ce produit, mise en situation dans un décor lifestyle premium, sur une table en marbre, avec un café chaud à côté, etc. Bon, ça va pas forcément trop bien avec les rasoirs, mais pourquoi pas. Je vais ajouter Nano Banana. Parce que normalement, si on dit génère une image, il va le détecter tout seul, mais au cas où, je préfère quand même lui demander. Ok, donc là, pareil, donc il va charger Nano Banana, je pense qu'il va analyser l'image, et il va nous proposer ça, et on va voir un petit peu ce qu'il nous sort. Ok, ok, plutôt pas mal, donc il nous a repris vraiment l'image, mais j'ai presque détouré, mis dans le même ordre, même axe. Non, il est un peu retravaillé vite fait. Il a enlevé les LED, etc., et il nous a bien mis dans un décor derrière. Alors, offre exclusive, est-ce que c'était censé être comme ça? Visible directement dans le décor de l'image. Ok, donc non, il est plutôt bien respecté. Il n'y a pas l'air d'avoir de faute. Et voilà, donc c'est plutôt respecté. Table en marbre, café chaud. Il nous a rajouté un peu de chocolat, une petite cuillère, c'est bien. Ok, donc voilà, donc on peut imaginer faire des choses comme ça. Euh, hmm, Faire plutôt euh, une pub
pour Facebook Ads. Bon, très basique. Mais voilà, donc on va voir. Voilà, donc là, je lui demande à la suite et sans aucun détail. Donc je sais pas s'il va garder ce thème classique, machin, etc. ou s'il va retravailler. C'est le but un petit peu justement de tester qu'est-ce qu'il est capable de faire pour après identifier comment prompter pour que ce soit pertinent et efficace. En tout cas, dans ce test-là, on va voir un petit peu. Ok, donc plutôt, ouais, plutôt bien, plutôt bien. Ok. Donc cette fois-ci, il a compris lui-même qu'on allait partir sur une publication Facebook, donc il fallait un petit peu retravailler. Donc il a gardé ce qu'on avait fait avant et il nous a ajouté ce texte-là. Donc offre exclusive, l'art du style, tondeuse de précision, performance, les gaz, édition limitée, profiter de l'offre, etc. Donc c'est plutôt pertinent. Voilà, ça fonctionne bien. En tout cas pour l'idéation, pour plein de choses comme ça, c'est toujours super intéressant. Je dis pas qu'il faut l'utiliser comme tel. Et d'ailleurs, vu que Gemini sort quasiment tout le temps, enfin, sort avec le watermark ici, et aussi le watermark qui est intégré directement dans les pixels, donc tout le monde peut découvrir que c'est une image générée avec de l'IA, et on ne sait pas trop comment les plateformes vont réagir à ça aussi. Est-ce qu'ils vont l'accepter comme tel, ou est-ce qu'ils vont plutôt, euh, je ne sais pas, donc moins mettre en avant les images générées avec de l'IA, etc. Donc voilà, ça peut être en tout cas pour de l'idéation, ensuite retravailler, pour aussi, pourquoi pas, venir faire plusieurs tests, donc c'est de l'idéation bien sûr, pour envoyer des mock-ups, pour parler avec son designer, lui dire un petit peu ce qu'on veut, etc. Donc ça peut être voilà, toujours une bonne idée en tout cas d'utiliser cet outil dans ce côté-là, et ne pas oublier bien sûr voilà, de passer aussi par des professionnels, soit dans le domaine de l'IA pour aller plus loin, soit des professionnels aussi, des designers, des photographes, etc. Ne pas les oublier, très clairement. J'espère que cette vidéo vous aura plu, le test final à chaud, en tout cas, de Gemini 3.1. De mon côté, ce que j'en pense sur les tests que j'ai pu faire juste avant cette vidéo et voilà ce qu'on a vu ensemble. On sent que, je pense qu'au niveau du code, etc., tout ce qui est back, de création vraiment de la partie moteur de ce qu'il est capable de faire, c'est très puissant, très performant, à tester sur du plus long terme, sur d'autres tests plus spécifiques. Mais les benchmarks, en tout cas, le classent vraiment très 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 bien. Les tests utilisateurs aussi, des gens qui ont utilisé voilà, donc Antigravity et ce genre d'outils avec Gemini 3.1 ont réussi à faire des choses assez intéressantes. Après, sur la partie front, donc création, enfin, génération, on l'a vu là, avec la page HTML, etc., c'était quand même. Bon, c'était un tout petit prompt avec aucun détail, etc. J'ai pas trouvé ça incroyable, incroyable. Même si on s'habitue très vite. En vrai, c'est incroyable, hein, mais on s'habitue très vite à avoir de la qualité tout le temps. Et moi, ce que je retiens, c'est quand même ce côté où je sais pas comment dire, mais ce côté un peu fainéant, ou en tout cas de pas vraiment donner, je sais pas, de pas donner des sources, de pas aller sur Google quand on lui demande, de pas aller sur YouTube quand on lui demande, etc. Alors que c'est son écosystème à lui, hein. Donc je trouve ça un peu bizarre. Pour sortir des liens, parfois c'est difficile. Il hallucine, je sais pas s'il hallucine ou en tout cas il me dit parfois qu'il a halluciné, comme je vous l'ai dit. Voilà, des petites choses qui me font dire que le modèle a l'air très performant, top, en tout cas il se classe très facilement dans le top 3 avec Claude et ChatGPT. De toute façon c'était le cas même avant cette nouvelle mise à jour, mais sans doute que là il est vraiment très très bon, mais à suivre dans les utilisations quotidiennes et en production sur des choses un peu plus avancées, comment il s'en sort. On verra ça dans les prochains jours, les prochaines semaines. On fera peut-être d'autres vidéos sur le sujet. En tout cas, je vous souhaite une bonne journée. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'ici. Et puis, n'oubliez pas de vous abonner et de mettre un petit pouce. Merci. Au revoir.